Accord stratégique. Maroc-Ukraine. Un nouveau corridor routier entre l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est se dessine depuis Istanbul, 28 juin 2025. Dans un contexte mondial marqué par les mutations logistiques, les recompositions géoéconomiques et le besoin croissant d'interconnectivité intercontinentale, le Maroc et l'Ukraine ont franchi une nouvelle étape stratégique en signant, à Istanbul, un accord bilatéral de transport routier international. Cette convention ambitieuse, conclue en marge du Forum mondial sur la connectivité des transports, vient poser les bases d'un nouveau corridor logistique entre l'Afrique du Nord et l'Europe orientale. Une signature symbolique dans un contexte géopolitique en mutation. Le document a été signé par Abdessamad Kayou, ministre marocain du Transport et de la Logistique, et Serhiy Derkach, vice-ministre ukrainien du Développement des communautés, des territoires et des infrastructures. La cérémonie s'est tenue à Istanbul, métropole carrefour entre l'Europe et l'Asie, à l'occasion d'un sommet international réunissant des décideurs de haut niveau autour des enjeux logistiques de demain. Ce partenariat s'inscrit dans un contexte géopolitique spécifique, à savoir, pour le Maroc, une volonté affirmée de diversifier ses partenariats logistiques, de renforcer sa présence en Europe centrale et orientale, et de consolider son rôle de hub logistique régional au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Atlantique. Pour l'Ukraine, une nécessité stratégique de redessiner ses routes commerciales et d'ouvrir de nouveaux débouchés à ses exportations dans un contexte de guerre prolongée, de blocage partiel de la mer Noire et de dépendance aux corridors terrestres alternatifs. Objectif de l'accord: fluidifier, connecter et développer. L'accord vise plusieurs objectifs concrets et structurants. 1. Libéralisation des flux de transport. Le texte autorise les transporteurs ukrainiens à livrer directement leurs marchandises au Maroc sans passer par des intermédiaires ou des contraintes logistiques excessives. Inversement, il permet aux entreprises marocaines de transporter leurs biens à travers le continent européen jusqu'au territoire ukrainien. Cela représente un progrès majeur pour les flux bilatéraux dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, fruits, huiles, céréales, conserves, l'industrie automobile, composants, câblages, pièces, les engrais et produits chimiques, le textile et les produits finis. 2. Facilitation des formalités douanières. L'accord prévoit également un cadre réglementaire harmonisé permettant de faciliter les procédures douanières et de réduire les délais de transit, grâce à la numérisation des documents, à la reconnaissance mutuelle des certificats et à la coopération entre les autorités de contrôle aux frontières. 3. Renforcement de la coopération technique. Au-delà du transport routier en lui-même, les deux pays s'engagent à coopérer dans les domaines suivants: la formation des conducteurs, la modernisation des flottes, le contrôle technique et environnemental des véhicules, l'échange d'expertise en sécurité routière. Cette approche intégrée reflète une volonté de bâtir une coopération durable, structurée et à forte valeur ajoutée. Un corridor géoéconomique en devenir. Ce partenariat n'est pas qu'un accord technique. Il participe à une redéfinition des axes géoéconomiques mondiaux. Une connexion Afrique-Europe de l'Est. Le Maroc, déjà lié à l'Europe occidentale par ses accords logistiques avec l'Espagne, la France et l'Italie, ouvre ainsi un nouveau bras logistique vers l'Europe de l'Est. Cette liaison pourrait, à moyen terme, s'insérer dans un corridor multimodal plus vaste reliant Ukraine, Pologne, Allemagne, Espagne, Maroc, Afrique subsaharienne. Cette trajectoire offrirait une alternative terrestre crédible aux flux maritimes actuels, surtout dans un contexte mondial perturbé par les tensions maritimes, mer Noire, mer Rouge, canal de Suez. Une opportunité pour les zones industrielles marocaines. Les régions industrielles marocaines, notamment Tanger Med, Kenitra, Casablanca et Nador West Med, pourraient tirer profit de cet accord en devenant des plateformes de transformation et de réexportation vers l'Est européen. Ce levier renforcerait l'attractivité du Maroc comme hub industriel intégré, notamment pour les entreprises européennes désireuses d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement post-Covid et post-conflit. Vers une coopération logistique globale. L'accord ne se limite pas à un simple échange de marchandises. Il préfigure une coopération logistique plus large, incluant le développement d'itinéraires multimodaux, routiers, ferroviaires, maritimes, l'harmonisation des normes de transport, l'installation de plateformes logistiques partagées dans les deux pays, et même une coordination régionale via des initiatives telles que Traceka, Europe-Caucase-Asie, où le Maroc pourrait obtenir un statut d'observateur renforcé, une vision politique et stratégique. Pour le Maroc,
Cet accord entre dans le cadre de la stratégie du royaume de diversifier ses partenaires, consolider son rôle en Afrique et au sud de la Méditerranée et s'imposer comme un acteur global du commerce et de la logistique durable. Il reflète également la diplomatie économique proactive du royaume, impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la coopération sud-est, alternative à la dépendance historique envers les pôles nord-nord. Pour l'Ukraine, l'accord avec le Maroc répond à une triple ambition: maintenir ses exportations agricoles malgré le contexte de guerre, réduire sa dépendance aux corridors traditionnels bloqués ou surchargés, renforcer ses liens économiques avec le monde arabo-africain. Le Maroc apparaît ici comme un pont stratégique vers le continent africain dans une optique de diversification commerciale post-crise. Conclusion. Un accord pionnier et structurant. La signature de cet accord à Istanbul n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une vision de long terme. Connecter les périphéries du système économique mondial en créant de nouveaux axes commerciaux intelligents et résilients. Elle témoigne aussi de la capacité du Maroc à anticiper les évolutions géoéconomiques mondiales et à se positionner comme un partenaire stratégique fiable et structurant, aussi bien pour l'Europe que pour les pays d'Europe de l'Est, en quête de stabilité et d'ouverture. Ce partenariat, bien plus qu'un accord routier, jette les fondations d'un nouvel espace économique afro-européen, fluide, moderne et tourné vers l'avenir. Législative 2026. Aziz Akanouche en mode conquête. Entre gestion, stratégie et verrouillage du RNI Rabat. Juin 2025. À l'horizon de l'année électorale 2026, le Maroc entre doucement mais sûrement dans une phase politique décisive. En première ligne, Aziz Akanouche, chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants, RNI, qui mène une stratégie de reconquête politique articulée autour d'un double objectif: consolider son emprise sur le pouvoir et offrir à son parti un second mandat pour finaliser la transformation entamée depuis 2021. Si la campagne électorale n'est pas encore officiellement lancée, les signaux sont clairs. Le RNI est en mouvement, ses relais territoriaux sont mobilisés, et son chef a entamé un travail de fond pour solidifier ses appuis, verrouiller les alliances, affiner le récit de ses réformes, et parer à toute tentative de déstabilisation. Un parti en campagne déguisée, discrétion tactique, organisation massive, depuis 2024, Aziz Akanouche a enclenché une campagne anticipée à bas bruit. Les déplacements ministériels dans les provinces du Sud, les visites de terrain dans les villes stratégiques comme Casablanca, Fès, Nador ou Dakhla, les réunions sectorielles ou les forums citoyens sous la bannière du RNI s'intègrent dans une démarche plus large. Occuper le terrain, préempter les thématiques prioritaires et contrôler le récit public. La mobilisation du réseau des élus RNI dans les régions, présidents de conseils, parlementaires, présidents de communes, le recours à des think tanks internes pour fournir des éléments de langage clairs sur le bilan du gouvernement, une activation coordonnée des réseaux sociaux pro-RNI, visant à populariser l'action gouvernementale et contrer les critiques en ligne. À travers ces canaux, le parti se positionne comme le moteur du changement et de la stabilité face à des adversaires fragmentés et un électorat souvent désorienté. Le Rassemblement national des indépendants, qui était autrefois perçu comme un regroupement d'élus indépendants opportunistes, est aujourd'hui une véritable machine politique centralisée autour de son président. Aziz Akanouche, élu à sa tête en 2016, a transformé le parti en un outil électoral discipliné et hiérarchisé. Il n'existe aucune figure alternative crédible à la tête du RNI. Le culte de la personnalité est entretenu subtilement. Affiches, slogans, éléments de langage, tout ramène à la figure d'Akanouche. Ce modèle présidentialiste du parti a ses avantages: efficacité, absence de fronde, unité, mais aussi des limites structurelles. Peu de débats internes, avec des décisions centralisées, faible renouvellement des élites, souvent issues du monde des affaires ou cooptées, risque de désengagement de la base militante, réduite à un rôle d'exécutant. Le système fonctionne tant que la figure du leader reste légitime et performante. Mais il expose le parti à une fragilité institutionnelle en cas de perte de popularité ou de revers électoral. Pour espérer reconduire son mandat en 2026, le gouvernement Akanouche devra convaincre sur la base d'un bilan de 5 ans. Plusieurs axes de réforme sont mis en avant dans la communication du RNI.
Réalisation majeure, généralisation de l'assurance maladie obligatoire, AMO, pour plus de 22 millions de Marocains, dont les ramedistes, mise en œuvre de l'aide sociale directe aux familles défavorisées, plus de 4 millions de ménages ciblés, lancement de grands chantiers économiques dans les domaines de l'industrie automobile, des énergies renouvelables et du transport, stabilité macroéconomique maintenue malgré un contexte international instable, faiblesse notable. Taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes diplômés, plus 32% en milieu urbain, inflation persistante, en particulier sur les produits alimentaires de base, croissance économique en deçà des promesses initiales, entre 1,8 et 2,3% selon les années, retard dans les grandes réformes structurelles, retraite, justice, fiscalité. Le gouvernement parie sur une accélération de l'investissement public et des partenariats internationaux, notamment avec la France, les États-Unis et la Chine, pour redynamiser l'économie et inverser la tendance en 2026. Un échiquier politique encore figé. La majorité actuelle, RNI, PAM, Istiklal, fonctionne sans rupture ouverte, mais des tensions sourdes existent. Le PAM, Parti Authenticité et Modernité, second dans la coalition, nourrit des ambitions pour 2026 et l'Istiklal souhaite retrouver son aura historique. Toutefois, aucun des deux ne semble vouloir rompre l'équilibre actuel. Quant à l'opposition, le PJD, affaibli depuis sa défaite historique de 2021, tente de se reconstruire sur une ligne morale et sociale en misant sur les déçus du pouvoir actuel. Le Front social et certains syndicats pourraient également faire entendre leur voix à l'approche du scrutin. Mais jusqu'ici, aucune force politique n'a réussi à incarner une alternative cohérente, crédible et transversale au pouvoir du RNI et à la figure d'Akanouche. Une guerre d'image et de perception. La bataille de 2026 se jouera moins sur les programmes, souvent proches, que sur la perception de l'efficacité, de la proximité et de la compétence. Le RNI a investi massivement dans les relations presse et influenceurs, la formation des élus locaux à la communication digitale, la création de contenus viraux sur TikTok, Facebook, Instagram et le recours à des agences de communication internationales pour peaufiner son image. En face, l'opposition dispose de moins de moyens, mais bénéficie parfois d'une audience spontanée sur les réseaux, alimentée par des critiques virales sur la vie chère, les privilèges de certains ministres ou les promesses non tenues. Aziz Akanouche joue donc gros. Une victoire nette en 2026 le conforterait comme homme fort du Maroc post-Covid, capable de porter la transformation économique du pays vers le cap 2030, horizon de la Coupe du Monde co-organisée. Une défaite ou un score en recul signerait un désaveu personnel, avec des conséquences profondes sur le fonctionnement du RNI et de la majorité. En résumé, thème, situation. Chef de file, Aziz Akanouche, président du RNI et chef du gouvernement. Objectif, reconduction à la tête du gouvernement en 2026. Moyens, campagne anticipée, verrouillage du parti, communication proactive. Force, réseau local puissant, bilan social, stabilité politique. Faiblesse, personnalisation du pouvoir, désaffection populaire, bilan économique mitigé. Adversaire, PJD, en reconquête, critique numérique, tension sociale. À un an du scrutin, le RNI est déjà en campagne. Aziz Akanouche mobilise tous les leviers institutionnels, financiers et politiques à sa disposition pour préparer une reconduction en 2026. Mais, dans un Maroc en mutation, marqué par des attentes sociales fortes, une jeunesse impatiente et une société de plus en plus connectée, l'efficacité technocratique ne suffira peut-être plus. Il lui faudra proposer une vision claire, incarner une nouvelle relation à la citoyenneté, et surtout, convaincre que sa gouvernance est la réponse à l'incertitude mondiale et aux fragilités internes.